Ok, donc je reviens sur mon écran de départ, hein, on se rappelle, sur l'écran de départ de Photoshop et tous les produits Adobe. Ici, on a le menu horizontal, comme je vous disais. À chaque fois, chaque élément de menu ici va nous permettre d'afficher, d'utiliser des options, des possibilités de Photoshop. On va explorer ça un petit peu plus ensemble. Ici, la possibilité de créer directement un nouveau fichier. Ici, les fichiers récents qui sont enregistrés sur votre cloud. Et ici, tout un tas d'autres petites possibilités. On va tout de suite créer un nouveau fichier. Un nouveau fichier. Je vous laisse le faire vous-même en A3. A4, on va pas faire A3, faut pas exagérer. 300 pixels par pouce, couleur RGB, arrière-plan blanc. Créer, voilà. Il est donc largeur par hauteur, 21 par 29,7, donc plus haut que large. Tout ça, c'est ce qu'on a vu hier, très facilement organisable. Ici, donc, si je regarde mes outils, alors je sais que Clara a des problèmes avec l'affichage des outils sur son écran. On a réussi à trouver des solutions quand même. Vous avez sur la gauche donc une barre d'outils. Cette barre d'outils, vous pouvez, en haut, vous avez une petite flèche, une petite double flèche, vous pouvez cliquer et la sortir de son logement. Voilà. Ici, je peux la sortir de son logement pour la manipuler plus près, quoi que ce soit. C'est très rare que je le fasse, c'est assez rare qu'on le fasse. C'est pas l'outil qu'on va le plus bouger, la palette qu'on va le plus bouger. Ça s'appelle des palettes ou des fenêtres. Si vous regardez en haut, il y a un menu fenêtres. Donc, toutes les fenêtres d'outils, d'options, de manipulation réalisables, vous les trouvez là. Si je vais dans fenêtres, ici par exemple, je vais pouvoir trouver le module, qu'est-ce que je veux mettre? Le module dégradé. Je clique sur dégradé et je retrouve ici un module qui concerne les dégradés. Je peux aller chercher action. Action, c'est ce sont des scripts. Et donc, j'ai ici tout un tas de scripts tout prêts qu'on peut appliquer d'une façon, avec un seul clic sur nos documents. Donc, les fenêtres, ça ici, c'est utile. Ouais. C'est possible que ce soit pas la même. Donc ici, je vais ouvrir ma fenêtre décalque parce que la fenêtre décalque, il faut que je l'ai en permanence. Si vous ne l'avez pas, vous faites fenêtre calque et vous pouvez la faire sortir comme vous voulez sur votre plan de travail. Ça, c'est vraiment nécessaire. Il faut l'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps de visu. Vous pouvez avoir besoin, par exemple, si vous êtes sur un flyer, d'une fenêtre texte. Donc ça, la fenêtre texte, alors où c'est qu'ils les ont mis là-dedans? C'est caractère maintenant, voilà. Dans la fenêtre caractère ou paragraphe, vous avez deux onglets. Et ça va vous permettre de manipuler tout ce qui est texte rapidement, facilement. Maintenant, quand vous allez travailler comme ça, on a modifié pas mal de choses. Rajouter des fenêtres, fermer des trucs ouverts. Ça va petit à petit nous perdre dans notre plan de travail parfois. Donc vous avez ici tout au bout une icône qui vous permet de remettre les outils de base ou votre configuration de base. Cette configuration de base, vous avez les indispensables, graphique et web, mouvement, peinture, photographie, en fonction de ce que vous allez travailler. Si vous êtes plus sur la photographie, il va vous sortir des outils plus axés photographie, une mise en page, etc. Nous, ce qu'on va faire simplement ici, c'est vérifier que les indispensables sont bien cochés. Si ce n'est pas coché, cochez les indispensables. Et si c'est coché, mais que c'est un peu le bazar comme j'ai fait là, vous faites réinitialiser les indispensables. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on a tous exactement le même plan de travail. Donc ce sera plus facile pour moi de vous dire, allez à droite, à gauche, en haut, en bas. Tous nos outils sont les mêmes. Si je venais ici, par exemple, choisir graphique et web, vous voyez qu'il me change les fenêtres, j'ai plus la même mise en page, j'ai plus les mêmes éléments disponibles. Donc nous, on va tous se mettre sur les indispensables. C'est OK pour ça? Vous y êtes tous? Quand vous serez sur InDesign, vous mettrez des indispensables classiques, qui est encore une autre version.
Moi, perso, je galère quand j'ai pas cette version-là mise en place. Il y a plein d'outils que je perds, je cherche partout. Donc, vous avez peut-être d'autres habitudes, du coup, mais moi, je suis toujours sur les indispensables classiques sur InDesign. Donc ici, je veux malgré tout avoir mes calques. Je regarde, les calques, ils sont ici. Donc ma fenêtre des calques, je peux la décrocher, je peux l'agrandir, je peux la manipuler comme je veux. Et la fenêtre couleur, si c'est pas un truc qui m'intéresse, je peux la fermer aussi. Je pourrais aussi virer par exemple les réglages, bibliothèque. La bibliothèque là va pas me servir. Je la sors, je la ferme, voilà. Et ça, je vais l'enregistrer comme mon plan de travail préféré, au lieu que ce soit les indispensables. J'aurai mes outils à moi, ce que je veux utiliser. Je viens ici et je vais faire nouvel espace de travail. Je lui donne un nom. Et là, ça me permet d'avoir ma mise en page perso, comme j'ai envie de l'utiliser. C'est super pratique pour certains cas, quand on a vraiment des habitudes de travail. On reste, nous, maintenant sur les indispensables. Je vais les réinitialiser. Hop, voilà, je vais juste, pareil, agrandir ma fenêtre des calques. C'est celle que je veux voir le plus. Je vais quand même la sortir à cause de la barre Camtasia. Sinon, je vais t'embêter. Donc, je la sors. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça. Voilà. Sur mes calques, j'ai bien mon calque d'arrière-plan. J'ai demandé à la création que mon calque d'arrière-plan soit blanc. Donc, il est blanc. Je peux le cacher. Non, pas encore parce qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, je peux le déverrouiller et maintenant, je peux le cacher. Il est à la base verrouillé. Hop, je remets. Voilà. Si je veux rajouter des calques, j'ai le petit plus en dessous qui me permet de rajouter des calques. À chaque fois, il se nomme calque 1, calque 2. Mon calque, si je veux, je peux le renommer. Un double clic dessus et je vais marquer base cercle. Voilà, ça me permet de le retrouver plus facilement. Je vous conseille de le faire à chaque fois quand vous allez commencer à bosser, parce qu'on se perd très facilement dans les calques et on peut se mélanger, on peut en bouger un alors qu'on voulait bouger l'autre, etc. Il vaut mieux vraiment bien les nommer, bien les ranger. Par un type d'idée, quand je fais un travail sur Photoshop, il y a une soixantaine de calques, c'est la moyenne. 60 calques, ça fait tout ça. C'est un vrai bazar. Si c'est pas bien nommé, personne s'y retrouve. Ok, ici, du coup, comme j'ai fait bas de cercle, je vais créer un cercle. Créer un cercle, on a vu que le plus simple, c'était de venir ici choisir mon outil ellipse de sélection. Je maintiens la touche Maj ou Shift enfoncé pour que ce soit un cercle parfait. Voilà. Si je suis, donc j'ai maintenant mon cercle qui est dessiné en pointillé. Je viens ici, je fais édition, remplir. Et dans édition remplir, j'ai plusieurs options. Je vais choisir avec couleur. Et là, je sélectionne la couleur que je veux utiliser. Je fais OK, OK, et voilà. CTRL D pour désélectionner ou dans la barre magique, désélectionner. Ça, c'est bon. OK. On va faire dessus, lui, je vais le renommer, on va faire rectangle. Donc là, c'est vraiment un rappel de ce qu'on a fait hier. Et ça va beaucoup plus vite, du coup. Et donc, pareil, je viens ici, outil rectangle de sélection. Voilà, donc j'ai bien créé une sélection. Tout ce que je vais faire maintenant va se passer dans cette sélection. Donc, au lieu de passer par édition, remplir, je peux passer par le pinceau, choisir une couleur et peindre à l'intérieur. De toute façon, ça ne débordera pas. Je suis tranquille. Et désélectionner. C'est bon? Ok. Vous vous rappelez que si j'utilise la croix, qui est donc mon outil de débrayage, là-haut, cette croix me permet, si je sélectionne mon calque, de le déplacer. Je peux aussi passer un calque l'un sous l'autre, etc. Je vous ai dit qu'il y avait des outils spécifiques à chaque, des options spécifiques à chaque outil. Pour la croix,
En haut, j'ai la première option, elle s'appelle sélection automatique. Si je clique, si je coche sélection automatique, je n'ai plus besoin de passer par les calques. C'est-à-dire que là, ce qui est sélectionné, c'est le rectangle. Si je viens ici, je clique sur le cercle et il manipule le cercle. Je reviens sur le rectangle, il manipule le rectangle. Alors c'est vachement bien, on gagne un peu de temps, mais attention, parfois ça crée l'effet inverse, ça vous perturbe parce que vous avez sélectionné un calque et au moment où vous allez bouger, c'est un autre calque que vous allez dégager et c'est parfois assez pénible. Donc à vous de voir ce que vous préférez comme façon de travailler. Ceux qui utilisent Photoshop, vous faites comment en général? Vous préférez quoi? Quand c'est coché? Automatique? Voilà, moi je le vire tout le temps, moi. Ouais. Et ensuite, ouais. Moi, je dois avouer que j'aime pas trop qu'on me prenne la main, qu'on me force la main. Donc, j'enlève les coches. Mais là, vraiment, c'est une sensation, c'est une façon de travailler qu'on voit. Il y a juste à côté une autre option, donc sélection automatique. Elle peut se faire soit sur le calque, donc ça, vous savez ce qu'est un calque, soit sur le groupe. Et ça, le groupe, vous savez pas encore ce que c'est. Donc, je vais vous le montrer. Ici, dans ma palette des calques, je peux sélectionner deux éléments en utilisant la touche Shift, hein, Maj comme d'hab. Et en bas, il y a une icône de petit dossier. Je clique dessus et j'ai créé un groupe. Ce groupe va être utilisable en même temps. Je ne sais pas si elle est super claire cette phrase-là. Je vous montre, sélection automatique, groupe, et là, c'est tout le groupe que je vais déplacer. Si je reviens sur calque, c'est le calque que j'ai choisi que je vais dépasser. Il ne casse pas mon groupe, le groupe est toujours uni, mais il peut manipuler à l'intérieur du groupe. Si je reviens sur groupe, c'est à nouveau le groupe que je vais déplacer. Donc mon groupe, je peux le renommer aussi, je vais l'appeler forme, par exemple. Et ce groupe, je peux le verrouiller totalement en mettant un cadenas, par exemple. Je ne peux plus intervenir dessus. Vous verrez que des modes de cadenas, il y en a plein, parce qu'on peut verrouiller juste la transparence, juste la couleur, juste la position, etc. Là, déjà, on a un cadenas pour verrouiller notre truc et être sûr de ne pas aller mettre les pattes dedans et de ne pas bouger. C'est super efficace. C'est bon pour tous? Je ne vais pas trop vite? Parfait. Dans ce qu'on a vu hier aussi, on a vu les modes de fusion. Les modes de fusion, ils sont bien positionnés dans ce champ où il y a marqué normal, le champ qui est au-dessus des calques. Et là, je vais pouvoir modifier le rendu de mes formes. Vous voyez que ça peut même carrément découper une forme, là en densité plus, j'ai même plus le bas qui apparaît. Vous verrez qu'on a énormément d'options avec ça, c'est absolument formidable. Ça m'arrive encore de me mettre à genoux et de pleurer devant Photoshop. J'ai un grand poster d'Adobe chez moi, au-dessus du lit. Et puis une petite photo de ma femme à côté quand même. Et je prie Adobe presque chaque soir. Il a changé ma vie quand même. Pourtant, c'est anglais. Hein. Encore une fois, j'ai rien contre les Anglais, à part que je les aime pas. Mais voilà. Donc, ici, tous les effets qu'on va pouvoir obtenir, et je vous laisserai vous amuser avec pour découvrir au fur et à mesure, mais je vous guiderai dans certains cas pour voir tout ce qu'on peut faire. Et j'ai également la possibilité de gérer l'opacité. Donc l'opacité ici, juste de mon cercle que j'ai mis ici. Si je reviens, allez, je vous en montre une autre passage. Dans les autres outils que j'ai ici, alors, quand je vais rajouter un calque, systématiquement, mon calque se rajoutera au-dessus de celui que j'ai sélectionné. Là, je sélectionne le calque 0. Si je rajoute un calque, vous voyez, il se met au-dessus de mon calque 0. Si je m'étais mis sur base cercle et que je rajoutais un calque, il se met au-dessus de base cercle. C'est assez simple à comprendre, mais il faut le savoir parce que sinon ça peut perturber. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui mettre un calque de couleur. Supprimer calque 1, oui. C'est-à-dire que je vais lui mettre un calque entier
dont je vais changer, à qui je vais attribuer une couleur. Il ne sera pas blanc, il ne sera pas transparent, il sera de couleur. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc ici, j'ai une demi-lune. La demi-lune ici, ce sont des effets de calque en fait. Si je clique ici, je vais choisir la première option, couleur unie. Couleur unie, il me met un sélecteur de couleurs et il me montre, il m'affiche directement, ce sera un calque orange ici. Je peux choisir une autre couleur, je vais aller dans les verts, tiens ici, voilà. Oh, c'est beau, c'est très très beau. Et je fais OK. Donc là, il m'a mis un calque de couleur, OK? Viat, je vous vois froncer les sourcils. Non. Ah, c'est comme moi alors. Ah, je suis d'accord, je suis très d'accord avec vous. Ça vient vite, mais au début, c'est un peu barbare ce truc. Donc, ici, il m'a créé un calque. Ce calque a une couleur et il a ce que vous connaissez à côté, le masque de fusion directement accroché. Vous vous souvenez du masque de fusion, hein? On peignait en noir sur du blanc, ça masquait les éléments. C'est bon, ça vous vous souvenez de celui-là? Ok. C'est juste Wyatt qui m'inquiète. Je vois très concentré. Le fond. Ça, là? Alors, ici. Ah, vous voyez pas bien. La demi-lune. C'est celui-là. Et la toute première option, c'est couleur unie. OK? Si. Je vous montre. Ne devancez pas mes propos. Mes propos qui sont très intelligents. Il n'y a personne qui dit le contraire? Non, pas à cette heure-là, je parle en pleine digestion. OK. Vous voyez ici, il n'a pas la même tronche que les autres calques. La vignette ici. Eh bien, si vous faites un double clic sur cette vignette, il vous rouvre le sélecteur. Et en fait, à n'importe quel moment de votre travail, vous allez pouvoir modifier cette couleur. OK? Ça marche? Alors, j'arrive. Juste, on reprend donc un petit point sur le masque de fusion. Ici, le masque de fusion a déjà été appliqué et à chaque fois, ce sera la même chose avec ce type de calque. Si je prends mon pinceau, que je... Alors, il faut cliquer sur le masque, voilà, il est décidé. Si je prends mon pinceau, automatiquement, mes couleurs passent au blanc et noir, et uniquement blanc et noir. Si je peins en blanc, bah, il ne se passe rien. Si je peins en noir, ça me permet de masquer une partie de mon masque. OK? Ça, vous l'avez bien compris, bien enregistré. Hop là. Donc, juste, je vous donne un raccourci en plus qui fait gagner beaucoup de temps. Si vous voulez, lui, le remplir de noir, vous faites Alt, retour. Si vous voulez le remplir avec la couleur de premier plan, CTRL, retour. Et là, ça va quand même beaucoup plus vite hein, de passer ça. Marche pas? Alors, si vous avez une croix, c'est que vous avez une majuscule verrouillée. Déverrouillez votre majuscule. Voilà, c'est ce que je vous ai dit hier, cette majuscule verrouillée qui est un objet du démon. On peut le dire comme ça, c'est un objet du malin de Bill Gates. En fait, ça vient de Windows, c'est Windows qui a créé ce verrouillage. Il faut jamais, jamais, jamais l'utiliser. Mais dans tout ce que vous faites, hein. Si vous utilisez ça sous Word ou sur vos mails, ça va faire comme on voit à chaque fois, les gens qui mettent tout en majuscule, ça fait des trucs qui montent, ne faites pas ça. Donc, jamais la majuscule verrouillée. Et la majuscule verrouillée sur Adobe vous transforme tous vos symboles en une simple croix.
qui est perturbante en fait quand on essaye de travailler. À propos de la taille du pinceau, d'ailleurs, tiens, tant qu'on y est, hein, je vais venir ici. Donc, je sélectionne mon outil pinceau. En haut, j'ai ici tout un tas d'options qu'on verra un peu plus tard. Juste à côté, pour moi, il y a 410, mais c'est chacun un truc différent. Vous cliquez dessus, ça va vous permettre de gérer l'épaisseur de votre pinceau. Donc là, je suis à 410. Et la dureté de votre pinceau. Je vais mettre ma dureté de pinceau à 100%. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est extrêmement net et précis. Ça, c'est une dureté à 100%. C'est presque comme si vous peignez avec un marqueur plus qu'avec un pinceau. Si je me remets en dureté à 0% avec la même taille de pinceau, voilà le résultat. Vous voyez que les deux effets sont très différents. Ok? Donc vous verrez que dans certains détourages, on va préférer avoir 0% pour que ça se dilue un petit peu avec le reste. Dans d'autres, on va préférer du 100% pour que ce soit bien carré, bien net. Si vous faites une boîte ou un cube ou un truc comme ça, il vaut mieux que ce soit bien net avec des arêtes bien marquées. Ok, pour le pinceau, on verra qu'il y a plein d'outils de pinceau rigolos, il y a plein de choses encore rigolotes à faire. Donc voilà pour le rappel de ce qu'on a fait hier. Je pense que là maintenant c'est bien carré et encore une fois je mettrai à votre disposition cette petite vidéo qui reprend tous les points. Écoutez, vous prenez vos affaires, vous rentrez chez vous. Non, c'est ennuyeux, c'est très ennuyeux. C'est que le processeur graphique il est tout pourri. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez aller la récupérer dans les... Je vous montrerai ça après. Ok, je finis juste cette démo-là et je vous montre ça après. Parce qu'il doit y avoir une possibilité de gérer ça. Donc, je suis ici. J'ai fait un masque sur ce bonhomme, vous voyez hein, ici. Et du coup, je peux le modifier sans que ça touche quoi que ce soit d'autre. Donc, moi, j'ai monté un tout petit peu ici l'exposition. En dessous, j'ai les tons clairs. Il était comme ça, moi je trouve que c'est pas joli, donc je baisse un petit peu mes tons clairs. Je baisse un petit peu mes blancs, comme ça c'est pas agressif. Et j'ai quand même augmenté la luminosité de mon personnage. Quand je suis ici, je peux faire à nouveau créer un masque. Et là, je vais lui dire sélectionner un arrière-plan. Et vous voyez que automatiquement, il me sélectionne un arrière-plan ici que je vais pouvoir également gérer. Alors, s'il le sélectionne mal, c'est gênant. On peut améliorer et je vous montre après aussi. On va faire étape par étape. Et là, vous voyez que je peux aussi gérer complètement mon arrière-plan. Et du coup, j'ai complètement transformé mon image par rapport à ce que j'avais au début, juste en faisant comme ça pour l'adapter. Et si vous voulez avoir l'air d'un daron dans les mariages, quand vous transmettez vos photos, vous allez pousser, alors vous allez revenir, pardon, ici sur l'intégralité de la photo, et vous allez mettre une vignette à -14 et une correction du voile à +37, +27. Là, vous êtes dans du réglage de daron, dans du réglage de vieux. Si vous êtes jeune dans votre tête, que vous aimez la vie, tout ça, que vous croyez que la vie vous apportera un jour quelque chose, ça arrive quand on est jeune, vous enlevez la vignette. Et vous critiquez les autres tontons qui, eux, ont mis la vignette. Et là, vous faites seulement, alors il faut que je réussisse à y accéder du coup, vous faites OK. OK. Ça, c'est ma photo de départ et ma photo de maintenant. D'accord? Maintenant, donc mon image ouverte dans Filtre Caméra Raw. La première chose que je peux faire quand je suis ici, et si je ne sais pas trop m'en servir, hein, c'est cliquer sur le bouton Auto. Le bouton Auto va essayer de déterminer les équivalences, les ombres et machin. Là, honnêtement, ça ne m'a pas fait grand-chose d'intéressant.
pas grand-chose d'utilisable. Ensuite, donc j'ai plusieurs catégories à chaque fois. Lumière, couleur, effet, courbe, détail, optique, flou objectif, etc. On va essayer de voir tout ça un petit peu. La première chose que je vais faire, c'est venir sur lumière et je vais moi désactiver le auto qui m'a pas paru intéressant du tout. Et je vais tout de suite aller dans couleur. J'ai expliqué à certains d'entre vous la température de couleur, je vous l'ai expliqué en règle générale, mais je l'ai fait sur certains. Ici, je vois que je suis carrément beaucoup trop jaune, beaucoup trop dans des couleurs chaudes. Je bascule un peu vers la gauche en température, je suis déjà nettement mieux sur la couleur, ça ressemble un peu plus à la réalité. Je vais descendre un petit peu dans mélangeur de couleurs. Dans mélangeur de couleurs, ici, vous voyez, réglage TSL, c'est teinte, saturation, luminosité. Donc je vais rester là-dessus. Et du coup, vous voyez que en dessous, j'ai teinte, saturation, luminance ou tout. Si je pars sur la teinte, là je vais prendre les rouges. Ouais, c'est pas super. Ouais, si je l'amène ici, on voit un peu mieux. Vous voyez que tous mes rouges vont changer de couleur. C'est plus le même rouge qu'au départ. Si je vais sur la saturation, mes rouges vont être beaucoup plus intenses. Bon, c'est pas flagrant là-dessus, mais c'est le cas. Et en luminance, ils vont être beaucoup plus lumineux. Vous voyez la différence, vous arrivez à voir sur le... Donc, nous, on va pouvoir jouer un petit peu avec ça. Je pense qu'en saturation, j'ai tout intérêt à le baisser un petit peu et à monter les bleus. J'ai les oranges, pareil, et les jaunes. Donc, je vais descendre un petit peu. Voilà, on retrouve petit à petit à peu près la couleur de la pierre et la couleur du chien. Donc là, déjà, par rapport à tout à l'heure, j'ai ramené ma photo dans des teintes un petit peu plus réelles. Ce qui n'est pas forcément l'effet souhaité, hein. Là, le but de ce que je fais, c'est de revenir sur des vraies couleurs, mais on peut très bien, au contraire, essayer d'accentuer autre chose, de partir dans d'autres effets. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant que je suis là, je vais revenir un petit peu là-haut, dans la lumière, et monter un peu en exposition. Si je monte en exposition, ici, je vois que je perds énormément d'informations. Ça m'arrange, mais ce n'est pas le but. Contraste. Il y a un élément un petit peu plus bas qui est très intéressant aussi à manipuler, qui est ici, dans les effets, vous avez la correction du voile. Vous voyez qu'ici, si je pars à gauche, j'ai tout qui se voile comme dans la fumée. Ici, je vais récupérer des informations plus intéressantes. Mais le faire sur toute l'image, c'est pas top pour moi dans ce cas-là. Et c'est souvent ce qu'on fait sur un portrait. On va venir chercher ici le sujet. Normalement, il va me détecter. Voilà. Et maintenant que je suis là-dessus, je vais pouvoir gérer la correction du voile uniquement pour moi. Du coup, je vais pouvoir aussi améliorer un peu la luminosité. Ouais. Stop l'enregistrement. Donc, êtes-vous prêt à m'écouter pour la suite? Ça va être une partie un tout petit peu technique encore, mais vous allez vite comprendre. Connaissez-vous la différence entre vecteur et bitmap? Ouais. Non. Enfin, il y a, mais c'est pas ça la différence. La différence entre vecteur et bitmap. Le bitmap, ce sont des pixels. Vous connaissez les pixels, on en a parlé, de 300 dpi, machin, tous ces trucs-là. Je vais faire un nouveau fichier.
peut-être. Voilà, hop. Sur ce nouveau fichier, je vais utiliser le rectangle qu'on connaît, qu'on a déjà fait ensemble. Et je vais faire un rectangle que je vais remplir. Hop, voilà. Ça, vous connaissez. OK? Ouais, mais j'ai fait un plus petit rectangle. Ouais, je me suis un peu laissé aller sur le truc. OK. Je vais venir un petit peu plus bas. Vous avez un autre rectangle un peu plus bas. Alors, il va être où? Ils m'ont changé ça aussi. C'est qu'il est, vous voyez, vous, mon autre rectangle? Non, vous ne voyez pas mon autre rectangle. C'est qu'ils me l'ont caché. Oh là là, je suis bien embarrassé. Ils m'ont quand même pas enlevé mes autres rectangles dans la nouvelle version quand même. Vous voyez pas, vous, un autre outil, une autre icône dans les outils qui ressemble à un rectangle? Il y a quoi, vous? Alors, c'est pas celui-là. Section quoi? Ouais, c'est celui-là que je veux. Pas là, non, pas celui-là, hein. Bon, ben, voilà autre chose. Bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer avec la plume, juste pour vous expliquer. Donc, la plume, c'est du vecteur. Donc, je vais faire 4 points. Hop, voilà. Et ces 4 points, je vais... Comment? Ouais, je vais me mettre... Ah, la marionnette, c'est encore autre chose. C'est sympa, la marionnette, d'ailleurs. Bon, il me fait vraiment des trucs bizarres. Je crois qu'il va falloir que j'éteigne aussi mon machin. Ouais, je recommence parce que je suis gentil, mais je ne vais pas recommencer 20 fois. Donc c'est à lui que je parle hein, quand je dis ça. Ouais, hop, voilà. Bon, à peu de choses près, à part qu'il est dégueulasse, vous voyez que c'est la même chose. J'ai mes deux rectangles. Je vais enregistrer ça. Sur mon ordinateur, je vais l'appeler rectangle. Voilà. Et maintenant, je reviens sur mon rectangle. Alors, je vais rafficher ma fenêtre calque que j'ai dégagée. Ah oui, là, j'ai fait vraiment des bêtises. Veuillez m'excuser, j'ai fait des bêtises, mais c'est pas grave, ça va vite être récupéré. Hop, voilà, je reviens là et je refais mon rectangle. Parce que j'avais peint directement mon rectangle sur mon arrière-plan, donc ça c'est une grosse bêtise. Il faut vraiment le mettre à chaque fois sur un calque. Si vous le faites sur l'arrière-plan, vous ne pouvez plus le manipuler après. Voilà, hop. Donc maintenant j'ai bien l'arrière-plan ici qui me sert à rien. J'ai bien ma forme 1 que j'ai fait à la plume et j'ai bien mon rectangle que j'ai fait ici. Maintenant je vais agrandir ma forme 1. Elle est parfaite. Elle n'a pas bougé d'un poil. Et je vais agrandir celui-ci. Eh ben, il est parfait aussi. Alors comme ça, il y a des jours, où il ne faut pas. Bon, il faut que j'agrandisse pour qu'on le voit, mais elle est beaucoup moins parfaite. Elle va être pixelisée, mais j'ai bien l'impression qu'elle ne veut pas pixeliser propre. Vous savez ce que c'est les pixels, la pixelisation d'image? Quand il y a plein de petits carrés partout et que c'est pas propre, c'est OK. C'est ça que c'était censé faire. Là, je suis à la limite de m'être ridiculisé sur ma démo, mais je le vis bien quand même. Donc, en vecteur, la différence du vecteur et du pixel, c'est que le pixel, vous n'allez pas pouvoir l'agrandir comme vous voulez, vous n'allez pas pouvoir en faire ce que vous voulez. Une photo qui est faite en pixel, si vous l'agrandissez, vous vous êtes déjà rendu compte que ça fait plein de petits carrés, que c'est pas propre, que c'est pas net. Le vecteur, ça fera toujours quelque chose de net.
Pourquoi? Parce que le vecteur, ce n'est pas des carrés, c'est des points. Les points, c'est ceux que j'ai fait tout à l'heure, que je peux récupérer ici. Vous voyez, ça, c'est un point d'ancrage que je vais pouvoir modifier autant que je veux. Agrandir, réduire, rétrécir, déplacer. Et ça ne perdra jamais sa qualité au final. Et ce qui est créé de cette façon en vecteur pourra être exporté en SVG. Vous en avez peut-être parlé du SVG ou entendu parler dans l'environnement web. Le SVG, c'est un type d'image vectorielle de très haute qualité qu'on peut utiliser sur le web. Alors peut-être, mais je ne sais pas dans quel sens ni pourquoi. Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est possible que les architectes utilisent aussi du SVG. Ça, vraiment, je n'ai pas la réponse. OK? Ce point d'ancrage, c'est un point d'ancrage qui sera modifiable. Modifiable comment? Si je viens, je reprends ma plume qui est ici, et qu'au lieu de faire juste un point, je tire sur mes points, bien entendu, je vous expliquerai après comment on fait ça, et que je viens modifier avec ma flèche blanche, je vais pouvoir changer entièrement la forme des courbes, la forme des points et dessiner à peu près tout ce que je veux. C'est quelque chose qu'on va survoler dans Photoshop parce que c'est très compliqué à manipuler dans Photoshop. On l'utilisera dans Illustrator qui est l'outil privilégié pour ça. Mais quand on va commencer à travailler et ce qu'on va commencer à faire, nos pages web, nos boutons, on les fabriquera avec Photoshop ici sur la page en direct. On ne va pas s'embêter à aller dans Illustrator. Donc, quand j'ai un bouton à faire, je viendrai ici. Alors, d'ici là, j'aurai retrouvé où ils m'ont caché les rectangles parce qu'on a un outil pareil que là-haut, normalement, qui fait rectangle ou ellipse ou hexagone, etc. Là, je ne sais pas où il est. Mais comme je l'ai mis à jour il y a 2 jours, avant de venir hier, je l'ai mis à jour, je n'ai pas fait gaffe à ça. Donc, je prendrai mon outil et mon bouton, je le créerai directement ici. Quand je crée ma forme avec Illustrator, j'ai là-haut le fond. Donc, je change la couleur du fond en passant ici. Et j'ai un contour. Le contour ici, voilà, je vais le passer beaucoup plus épais. Là, il est en noir, je vais le mettre en bleu. Tiens, vert et bleu, c'est sublime. Et je peux ici modifier également le tracé du contour, avoir des points chinois, des tirets, etc. Si je viens ici, je peux lui mettre des extrémités arrondies pour que ce soit plus joli, des angles arrondis pour que ce soit plus élégant aussi. Et voilà. Là, je vais pouvoir créer toutes les formes que j'ai besoin de créer. Alors, le temps que je trouve ce rectangle et cette ellipse-là, je vous montre juste comment j'utilise la plume. Et je vous laisse vous entraîner avec parce que c'est une pure galère la plume au début, alors que c'est quand même un super outil. Donc si j'ouvre, je vois que j'ai l'outil plume de base, outil plume libre, outil plume de courbure, outil ajout de point d'ancrage, etc., etc. Vous allez commencer avec l'outil plume. Si vous faites juste un point, c'est-à-dire un clic, et que vous fermez votre forme, ce sera toujours des angles. Si vous faites un clic et que le prochain clic, sans lâcher le clic, vous glissez, vous voyez des poignées, ça s'appelle des poignées, s'étirer, et là, ça va vous permettre de créer des courbes. Et tous ces éléments-là, après, en prenant la flèche blanche qui est en dessous, outil sélection directe, vous pouvez les manipuler à nouveau et les modifier ad vitam. OK? Je vous laisse essayer de créer des formes avec ça. C'est pas évident au début. Illustrator, vous l'utilisez un peu, vous? Si vous m'avez dit Jenny. Non? Jamais Illustrator? Bon, bah, vous allez le faire.
Avec ça, on peut faire à peu près n'importe quoi, hein. Si vous connaissez Arthur. Donc, on va laisser tomber sur cette partie-là, hein, on y reviendra, vous inquiétez pas. Ça me permet de vous montrer petit à petit les choses qu'on peut faire avec Photoshop et pourquoi et comment. Juste, vous voyez dans la palette des calques, hein, à chaque fois que j'ai créé une forme, ça s'appelle une forme, elle apparaît, elle se fait son propre calque elle-même. Et quand elle fait son propre calque elle-même, ça veut dire qu'elle nous permet à côté, dans les propriétés, de modifier certains éléments de sa création automatiquement. Là, je peux avoir un contour progressif, flou, net, etc. Et je vais pouvoir faire plein de modifs là-dessus. Donc, on va juste fermer ça. Et la dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, enregistrer, non, c'est pas la peine. La dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on prépare une interface pour le web, qui est notre vrai sujet ici. Donc, comment on fait ça? On va aller sur un nouveau fichier. Ici, j'ai plusieurs possibilités qui me sont allouées. J'ai la possibilité de prendre du web directement, qui va me permettre de faire des interfaces. J'ai ici le plus courant 1366 par 768, 1920 par 1080, 1440, etc. Ça, ce sont les dimensions des interfaces web. Comment? C'est ça. Donc, quand vous voyez l'illustration ici, vous avez la largeur. La largeur, elle ne bougera jamais pendant notre travail. C'est-à-dire que vous avez une largeur de thème, vous restez sur cette largeur. Par contre, la hauteur, très clairement, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de limite sur le web. La seule limite en hauteur, c'est le trait du bas ici, qui est dessiné. Ce trait du bas, c'est la ligne de flottaison. C'est-à-dire que l'icône, là, représente l'écran. Oui. Et l'écran tel qu'il va être vu, avec tous vos éléments qui seront visibles. Ça, c'est vraiment les dimensions d'un écran. Il faudra considérer dans notre création de thème que tout ça doit être visible sur le premier écran de l'ordinateur, de l'iPhone, etc. Qu'est-ce que je vois quand j'arrive sur le site? Ça n'empêche pas de mettre des choses après, mais il faut limiter, réfléchir à ce qu'on va présenter sur notre site. On va commencer par le plus simple. On va prendre 1920 par 1080. On s'en fiche pour l'instant, on va le laisser à 72. De toute façon, on ne travaillera pas longtemps là-dessus. Ça vous permet de voir un peu comment c'est fichu. Couleur RGB, arrière-plan blanc, créé. Donc là, vous avez la représentation de ce qui s'affiche sur un écran de 1920 par 1080. Ah, mesdames et messieurs, donc nous avons créé ici un plan de travail. Comment? C'est là-bas? Un petit coup de poing dessus. Sans vous faire bobo. Hein. Top, 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 top. Oh là, mon Dieu. Ah, c'est peut-être un mini-moi. Un mini-mouille. Une bombe. Non, une bombe, c'est pas bien. OK. Donc, si vous regardez votre palette des calques, on n'a pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, puisque vous voyez marqué ici plan de travail 1. Ça, on ne l'a jamais eu. Et dans plan de travail, j'ai un calque 1. Si je regarde en haut, il y a marqué plan de travail aussi ici. Je peux le modifier, je peux changer son nom, je peux faire plein de choses, on verra ça plus tard. Mais je peux aussi, si je viens basculer en haut au lieu de l'outil déplacement,
je peux prendre mon outil plan de travail. Et quand je vais prendre mon outil plan de travail, hop, je sélectionne, je clique sur plan de travail, je vois des plus. Alors je suis obligé de jongler un petit peu, c'est pas toujours facile de vous montrer tout. J'ai des plus en haut, à droite, à gauche, etc. Pourquoi? Parce que quand on va créer un template de site internet, on va créer plusieurs pages. Et les plusieurs pages, on les mettra au même endroit. Donc je vais venir cliquer sur ce plus-là et automatiquement, il me rajoute un plan de travail 2. Ouais, il faut d'abord cliquer sur le mot plan de travail avec l'outil plan de travail, c'est-à-dire caché sous la croix. Et vous avez cliqué là, avec, sur le mot plan de travail lui-même, ici. Voilà, ok. Si vous regardez un petit peu mieux, donc là il est toujours sélectionné, hein, vous avez ici la possibilité de modifier votre plan de travail. À savoir, quand je vais faire une page d'accueil pour mon site internet, il va falloir que je fasse la même page d'accueil pour une tablette iPad et pour un téléphone mobile. Et du coup, on va faire, c'est ce qu'on appelle le responsive. Vous avez dû entendre parler de ce mot-là. Un site internet est responsive parce qu'il s'adapte à tous les navigateurs et tous les formats. Donc là, je vais choisir pour le deuxième. Je ne sais pas à combien on en est actuellement. On va essayer le iPad Pro 10,5. Et puis, je vais aller faire un troisième plan de travail. Et lui, je vais lui demander iPhone 10, 8, iPhone 8, 7, 6, je pense que c'est les plus petits encore en utilisation. Voilà. Là, comme ça, j'ai mes trois. Comment? Eh ben, on va le mettre en vertical. Comment qu'on fait? Alors, on peut inverser ici ou on peut, je ne sais plus où modifier d'ailleurs. Donc, on va l'inverser parce qu'on va gagner du temps. Non, il va tout retourner. Il va le faire pour tous les plans si vous faites ça. Ouais, sans distinction. Donc je vais le mettre ici à 750, je vais vous le retrouver. Là, ils m'ont fait des bonnes blagues à changer leur truc. Et 1334. Mais il y a la possibilité normalement de le faire directement. Donc je vais retrouver ça. Ça, c'est pas le plus grave. Donc voilà, là vous avez vos trois plans de travail sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Notez bien, on n'en est encore qu'aux prémices, hein. Donc il y a des choses qu'on fera autrement, mais là ça vous permet de voir déjà un petit peu comment les choses s'articulent. Pensez toujours, quand c'est ça, à jeter un œil dans la palette des calques. Vous avez bien ici plan de travail 1, plan de travail 2 et plan de travail 3, sur lesquels vous rajouterez vos éléments. Hop là, allez. Donc, quand on en est ici, on a déjà préparé pas mal de boulot. Ce qui nous reste à préparer, c'est ce qu'on appelle les règles et les guides. Est-ce que vous savez qu'un site internet est conçu en colonnes? C'est-à-dire que tout est rangé dans des colonnes et que c'est le contenu de ces colonnes qui va se déplacer pour être responsive sur un portable, sur un iPad. Donc je vais vous le montrer un petit peu mieux, ce sera plus clair. En gros, généralement, un site internet, même quand on le conçoit sur du grand format en 1920, il est conçu sur 960 pixels centrés. C'est-à-dire qu'il va se contenir dans une zone placée au centre du document qui fera 960 pixels.
On est à 1920, 960, c'est la moitié, 50%. Donc, pour pouvoir placer notre truc, il va nous falloir placer un guide à gauche, un guide à droite, qui nous permet de centrer. Et à l'intérieur, il va falloir mettre des colonnes. OK? Est-ce que c'est clair ou pas clair? Là, c'est des maths pures. Hein. Donc, on va aller dans affichage. Dans affichage, on va aller sur repères. Ah, ils se battent. Et dans repères, on va aller sur nouvelle disposition des repères. Vous obtenez une nouvelle fenêtre, celle-ci. On peut l'enregistrer comme un paramètre prédéfini si on veut, on verra ça après. Couleur des repères, là c'est violet pour moi, on les voit ici, ça me va bien, on peut changer. Et c'est ici qu'on va commencer à travailler. Donc, la marge, on a dit deux têtes, on s'en fout. Vous savez ce que c'est la marge, hein? C'est la zone au-dessus du premier guide ici pour la tête, en dessous du dernier guide pour le pied. Sur le web, ça n'a pas d'importance pour nous. Donc ça, je vire, supprimer et supprimer. Par contre, comme je veux avoir une colonne de 960 pixels centrée, il va falloir que j'ai 480 pixels à gauche, 480 pixels à droite. Sur 1920 pixels, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, on va les refaire au cas où. Voilà. 1920 pixels divisé par 2. Ça fait 260, on est d'accord? Vous n'avez pas de téléphone, vous avez le droit de prendre le téléphone. 960 divisé par 2. Voilà. Donc, si je prends le format, qui ici fait 1920 pixels, si je mets 480 ici, 480 là, j'ai bien 960 qui me reste ici. OK? Et là-dedans, je vais caler le nombre de colonnes qui m'intéresse. Ça vous va dans la logique? Le nombre de colonnes qui m'intéresse, c'est soit 6, soit 9, soit 12. On peut même aller plus loin. Donc, on va mettre 12 colonnes. Si ce n'est pas clair, vous me dites maintenant ou vous vous taisez à jamais. Ici, 480 px. Ici, 480 px. Là, vous voyez hein, les éléments se positionner sur ma page. Et je vais mettre 12 colonnes, sans gouttière. Et voilà, faire OK. Et là, j'ai créé de quoi préparer mon premier thème. What the fuck? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est bon? Pour la logique, ça vous va? Si sur mon grand écran, j'ai 12 colonnes, sur ma tablette, je vais en avoir combien de colonnes? Non. 6, c'est pas bon non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on va se servir de ces colonnes pour poser des éléments. On est d'accord? Je peux poser des éléments qui vont faire 6 colonnes, par exemple. Je ne sais pas combien j'en suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Je peux avoir un élément qui fait allez, autant pour moi. Ou je peux avoir 4 éléments qui font 3 colonnes, par exemple. 3 x 4, 12. D'accord?
Je ne vais pas tous les faire, hein. Donc, vous avez toutes vos colonnes. Quand vous allez passer sur l'iPad, sur la tablette qui est plus petite, vous ne pourrez pas. Alors, soit vous réduisez, et là, la lecture devient indigeste, c'est pas agréable à lire, soit vous mettez 2 colonnes au-dessus, et puis les 2 d'après en dessous. D'accord? Donc, je passe à 4 colonnes, ça me suffit. Ou à 8 colonnes, ça me suffit. Et pour l'iPhone, pour le téléphone, là, généralement, je passe à une colonne. Il ne me reste plus qu'une à faire. Et là, bah, tout va se succéder. Ou se mettre en carrousel, ou on peut trouver d'autres solutions que ça. Ok? C'est la théorie vous semble claire. Donc pensez que c'est simplement en fait de la réorganisation des éléments qu'on fait pour passer d'un grand écran à un petit écran. Sachant que le petit écran, on peut aussi le retourner. Et que du coup, là, il faut encore démultiplier le nombre de colonnes. Et qu'à chaque fois, chaque page que vous allez créer, vous devrez l'imaginer dans tous ces formats-là. L'iPad, généralement, il n'est pas chiant. Lui, on garde 8 colonnes en vertical comme en horizontal, ça passe. Les portables, généralement, c'est une colonne. Et ensuite, on remet tout dessus, on dispatche tout dessus. Right? En plus, je vous dis ça à 16h28. Vous n'avez plus qu'une idée, c'est de foutre le camp. Levez la main, ceux qui s'en foutent de foutre le camp, qui pensent vraiment qu'ils sont vraiment acceptables. C'est ça, vous voulez tous foutre le camp. Bon, bah allez-vous-en.